Voilà, donc bonjour et bienvenue à tous. Donc le séminaire commence vraiment. La communauté scientifique et technologique française s'est fortement mobilisée par rapport à ce Call Green Deal, comme en témoignent les très nombreuses inscriptions à cette série de séminaires thématiques. Donc je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation à ce séminaire. La série de 11 séminaires correspondant aux 11 différentes thématiques ou areas de l'appel Green Deal a en fait été initiée par un séminaire de la Commission européenne qui a été présenté la semaine dernière par Sven Schade. Le titre du séminaire est European. Attendez, excusez-moi. Le titre du séminaire est European Green Deal, Its Policy and Innovation Initiatives. Je vous encourage fortement à visionner ce séminaire si vous ne l'avez déjà fait, parce qu'il permet de resituer extrêmement bien la dynamique Green Deal qui est à l'œuvre à Bruxelles depuis novembre dernier. Sur le site Horizon 2020 du ministère, vous avez accès à l'ensemble des transparents donc de ce séminaire et des séminaires qui ont déjà eu lieu, ainsi qu'à la présentation vidéo de Sven Schade. Donc, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui se scinde en deux appels distincts. Le premier appel s'intitule Closing the Industrial Carbon Cycle to Combat Climate Change, ou en français, fermer le cycle industriel du carbone pour lutter contre le changement climatique. C'est Frédéric Chandezon qui coordonne l'initiative Sonergy, initiative qui a contribué à établir une feuille de route correspondant à cette thématique, qui va nous présenter ce topic. Au cours de son exposé, je vous invite à poser des questions via le chat, parce que vous êtes très nombreux. Je tâcherai de faire la meilleure sélection possible de vos questions et nous y répondrons ensuite à l'issue du premier exposé. Puis nous passerons, au deuxième exposé, au deuxième appel qui s'intitule Demonstration of Systemic Solution of the Territorial Deployment of Circular Economy. Et là, l'exposé vous sera présenté par Magali Bessière, qui est le PCN Climat, Efficacité des ressources aux matières premières. Et de façon similaire au premier exposé, vous êtes invité à poser les questions par le chat et nous tâcherons de faire une sélection des différentes questions et d'y répondre à l'issue de l'exposé. Vous êtes très nombreux et c'est très bien. Il se peut par contre que nous n'ayons pas le temps matériel de répondre à toutes vos questions ou alors que certaines questions échappent à notre vigilance. C'est pour ça que je vous rappelle que pour ces différents appels qui sont très transverses, vos interlocuteurs privilégiés restent néanmoins les points de contact nationaux. Donc, j'ai rappelé ici que vous pouvez accéder au réseau des points de contact nationaux via le site H2020 du ministère. Et donc, j'ai rappelé les 3 points de contact nationaux principaux auxquels vous pouvez vous adresser. Donc, soit par téléphone quand il y a un mobile, soit via l'adresse générique du point de contact national. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, en novembre 2019, donc une nouvelle équipe, l'équipe von der Leyen, est arrivée à la Commission européenne et a présenté 6 priorités très fortes, et cela 10 jours après l'entrée en fonction de cette équipe. Il s'agit donc d'une première très grande initiative qui a été annoncée. Et le Green Deal, qui est une de ces 6 priorités, a été annoncé non pas comme un programme de transformation écologique, mais comme une réelle stratégie de croissance européenne. Tout début 2020, il a ensuite été présenté le plan européen d'investissement durable, dont l'objectif a été de préciser la façon dont l'Europe va se donner les moyens de financer ce Green Deal, parce que là, on parle d'un appel qui correspond à 1 milliard d'euros, mais cela se situe dans un plan de financement beaucoup plus important, de 1 000 milliards d'euros pour les 10 ans à venir. En mars 2020, ensuite, il y a eu la loi européenne sur le climat, et là, il s'agit de traduire dans une loi l'objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, en se fixant une cible pour 2030 et une trajectoire imposée entre 2030 et 2050 en termes de réduction de gaz à effet de serre.
Dans la foulée, toujours en mars, donc il y a eu une communication de la Commission sur l'économie circulaire. Donc, par rapport au terme d'économie circulaire qui jusqu'ici était assez quand même centré au waste management. Donc là, on vise quelque chose de beaucoup plus large, avec notamment un partage de l'usage des produits, un établissement d'un droit à être réparé. Par exemple, votre ordinateur, le software qui fonctionne sur votre ordinateur va devoir être capable de fonctionner pendant toute la vie de votre ordinateur. On ne pourra plus être amené à jeter son ordinateur parce qu'on n'arrive plus à télécharger la dernière version du software. Alors, il ne vous a pas échappé que mi-mars 2020, tout ceci a connu un petit peu un coup d'arrêt avec l'arrivée du Covid-19 qui a pris toute la place dans nos vies et aussi dans les préoccupations de la Commission européenne. Néanmoins, donc les choses ont repris et donc il y a eu d'autres communications de la Commission européenne en mai 2020, donc from Farm to Fork, donc de la ferme à la fourchette, et également en mai 2020, la stratégie européenne sur la biodiversité. Pardon Hélène, Éric Oui. Dufour, je me permets d'intervenir parce que nous sommes plusieurs à avoir sur notre écran une slide blanche, totalement blanche, nous n'avons aucun... Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Moi, je vois bien les slides. Moi, je vois bien aussi, hein, pas de problème. Moi aussi. Oui, c'est pas le cas de tout le monde, effectivement. Je ne sais pas trop quoi faire là, parce que je suis vraiment désolée. Je vais relancer mon login. Voilà. Voilà. Oui, parce que bon, j'essaie de voir un petit peu quoi faire là, mais bon, là normalement, vous avez les différentes thématiques du Green Deal qui apparaissent sur l'écran. Bon, de toute façon, les slides, vous allez y accéder après coup, hein, donc voilà, donc cette réflexion intense a forgé, a construit donc un programme de travail qui s'appelle, comme vous le savez, le Green Deal, qui est donc le dernier programme de travail de Horizon 2020 et qui est extrêmement transverse. Il comprend donc 8 domaines thématiques, dont le domaine 3, qui nous préoccupe aujourd'hui, et 3 domaines horizontaux. Donc, maintenant, quel est le calendrier qui nous concerne? Donc, nous sommes dans l'étape de finalisation du call. Donc, c'est un travail, bon, là, j'ai indiqué toujours en cours, mais qui se finalise. La consultation interservice va avoir lieu en juillet pour une interrogation du comité de programme stratégique H2020 fin août et une adoption formelle mi-septembre. En ce qui concerne la rédaction des propositions, donc, la Commission souhaite utiliser au mieux les R&I Days qui auront lieu du 22 au 24 septembre de façon virtuelle pour faire se rencontrer des partenaires éventuels. Et ensuite, vous aurez jusqu'à janvier pour soumettre vos projets. Donc, tous les calls vont être en une seule étape parce que la Commission n'a pas le temps de gérer donc, des appels en 2 étapes. L'évaluation de ces projets aura lieu au printemps 2021 et les premiers projets devront ensuite être lancés à l'été 2021. Les derniers projets devront être signés absolument avant le 31 décembre 2021 pour un problème d'engagement budgétaire. Voilà, donc ici se termine ma présentation. Je vais maintenant essayer réussir à télécharger la présentation de Frédéric Chandesson. Bonjour à tous. Attends Frédéric, hein, je te donne la main tout de suite. Je ne suis pas impatient, ne t'inquiète pas. Donc, je vous redis que vous êtes invités à poser vos questions sur le chat. Et Hélène, je vais donc prendre. Je vais donc essayer. Donc je te laisse prendre la main, Frédéric. Oui, ça a l'air de fonctionner, c'est parfait.
Très bien. Bonjour à tous, Frédéric Chandezon. Donc voilà, je vais vous présenter, donc donner quelques détails sur le sujet 3.1 dans ce domaine 3. Donc Hélène vient de présenter sur la fermeture du cycle du carbone dans l'industrie, au niveau industriel, pour combattre le changement climatique. Alors, j'ai deux chapeaux. Donc, d'un côté, je suis directeur d'un laboratoire UMR entre le CEA, le CNRS et l'UGA au sein de l'Institut IRIC au CEA à Grenoble. Ça, c'est mon premier chapeau, mais celui que je porte aujourd'hui, même si vous ne le voyez pas sur la caméra, c'est que j'interviens en tant que coordinateur adjoint de l'initiative européenne Synergie qui a contribué, qui a participé pour l'élaboration de ce sujet. Je vous en dirai un petit peu plus sur Synergie. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Hélène, tout va bien? Parfait. OK. Eh ben, on va espérer que ça poursuive ainsi. Alors, voilà, je vais vous faire une présentation. Comme dit Hélène, ensuite, il y aura une série de questions, et je ferai du mieux que je pourrai pour répondre à vos interrogations. Alors, d'abord, un premier aspect sur le contexte autour de ce sujet. Quelques mots sur Synergie qui a quand même contribué pour l'élaboration de ce sujet, et puis le vif, aller dans ce qui nous intéresse plus particulièrement ce jour. Présentation de ce sujet pacte vert, hein, j'utilise le mot français. Hélène m'a bien dit, Frédéric, dans la mesure du possible, il faut que tu utilises le français. Donc j'ai quelques diapos en anglais, c'est pas parfait, mais là, plutôt que Green Deal, je vais vous parler de ce pacte vert. Alors, je dirais, autour de ce problème, de ce sujet, il y a un petit peu, c'est en lien avec deux enjeux, énergétiques et climatiques. Sur le plan énergétique, si on regarde ces données de l'Agence internationale de l'énergie, elle date de 2018, mais elle montre l'approvisionnement mondial en énergie primaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Sur les trois, on a plus de 80%, c'est le marron, bleu clair et bleu un peu plus foncé, qui correspondent à des ressources fossiles, donc de l'énergie stockée sous forme chimique, et dont on sait le potentiel en termes d'émissions de CO2. Donc, premier enseignement, notre société est en grande partie majoritairement basée sur de l'énergie stockée sous forme chimique. C'est un produit de la nature issu de la photosynthèse naturelle et des processus de matération qui ont pris des millions d'années pour être stockés dans la croûte terrestre et que maintenant nous sommes en train de pomper joyeusement avec les impacts que l'on connaît. Il y a un deuxième aspect, c'est que l'Europe, sur le plan d'indépendance, possède très peu, quasiment une très très faible proportion, si ce n'est dans certains domaines quasiment rien, des réserves mondiales prouvées de pétrole, gaz et charbon. Quelqu'un a pris le contrôle de la présentation. Ah oui, je ne sais plus le contrôle. On a voulu m'éjecter, je ne sais pas. Vous cliquez sur reprendre le contrôle. Oui, j'ai refait. Voilà, pas de souci. Donc, en fait, il y a aussi un problème d'indépendance sur le plan européen, c'est qu'on a une société, un niveau de vie qui est basé sur des ressources qui ne sont pas présentes, qui viennent hors d'Europe. Donc, il y a également un enjeu d'indépendance énergétique, économique. L'autre point, voilà, c'est l'impact au point de vue climatique. Donc, je ne reviens pas sur le problème climatique, les émissions mondiales de CO2 d'origine anthropique. On connaît le problème que c'est. Maintenant, j'ai fait une projection, encore une fois, en me basant sur des données de l'Agence internationale de l'énergie, en 2015, hein, c'est ce que j'ai trouvé sur le site, mais par secteur, grand secteur. Donc là, vous voyez, c'est le camembert, avec environ la moitié, c'est en bleu, ce sont les industries de l'énergie. Les procédés industriels, au sens large, 20%, c'est du orange, environ un cinquième. Et le reste, c'est transport, transport majoritairement, agriculture, le bâtiment et autres et divers.
Alors, émission mondiale, je vois que c'était… oui, là, j'avais envoyé une version plus récente, peu importe. On est à peu près, à l'heure actuelle, à 32 gigatonnes de CO2 par an. Et les émissions industrielles, donc aussi bien industrie de l'énergie, procédés industriels, représentent environ les 2/3, avec 21 gigatonnes, 21 gigatonnes par an. Si maintenant, je n'ai pas fait une projection pour donner quelques chiffres, quelques compléments, je n'ai pas fait une projection au niveau européen sur les secteurs d'activité, mais juste pour donner un exemple, hein, c'est l'industrie chimique européenne qui est assez forte, représente à l'heure actuelle le 3e émetteur industriel en Europe. Donc là, il y a un rapport, une analyse de DEKEMA, qui est le regroupement des industries allemandes de l'industrie chimique, qui a fait un très bon rapport en 2017 à ce sujet. Et on est de l'ordre de quelques centaines de millions de tonnes de CO2 émis par ces industries au niveau européen. Ensuite, on voit les enjeux donc, de décarbonation de ces industries. Et on va regarder un exemple un peu emblématique qui est la synthèse de l'ammoniac par le procédé dit Haber-Bosch, qui est présenté ici. Donc, ça a été une découverte absolument majeure d'une réaction catalytique dont les impacts ont été considérables, le mot est pesé, tant sur le plan sociétal qu'économique. Si on regarde le diagramme, donc l'ammoniac, c'est pour la synthèse de l'ammoniac, et l'ammoniac, c'est les éléments clés pour les engrais, dont on connaît l'importance pour l'agriculture, la production mondiale de nourriture. Quand on regarde le diagramme sur la droite, on voit en bleu la croissance de la population mondiale en fonction du temps, hein, au XXe siècle, début du XXIe, et à droite, en vert, la production mondiale d'ammoniac, et donc d'engrais, basé sur ce procédé. Et on voit une structure avec le développement, un très fort développement au début des années 1940, puis une croissance très forte. Et en Corelle, on a une rupture de pente dans la croissance de la population, la croissance démographique, hein, à peu près à la même date. Donc on a, je dirais, on peut résumer, ce procédé révolutionnaire a permis finalement de presque nourrir le monde, enfin, d'aider à de développer et de nourrir le monde. Donc c'est absolument clé. La face cachée, je dirais, la face cachée, pas cachée, mais le côté un petit peu négatif, c'est que c'est quand même très consommateur et c'est un très très fort impact énergétique en termes de consommation d'énergie et d'émissions de CO2. À l'heure actuelle, la production mondiale d'ammoniac représente 1,5% des émissions mondiales de CO2. On est en gros, ou alors j'arrondis, 2 tonnes de CO2 par tonne d'ammoniac. Alors, est-ce qu'on pourrait verdir ce processus? Au point de vue énergétique, dans l'état actuel, le procédé Haber-Bosch actuel est assez efficace. Simplement, il utilise de l'hydrogène qui est directement issu des ressources fossiles. Donc, un impact en CO2 très fort. Donc, une première possibilité pour verdir le processus, diminuer cet impact, c'est le nombre de tonnes de CO2 émis par tonne d'ammoniac produite, serait d'utiliser de l'hydrogène vert. Ensuite, une autre possibilité, c'est qu'à l'heure actuelle, le processus est basé à haute température, plusieurs centaines de degrés, et des pressions très élevées, de l'ordre de 300 bars. Et donc, la recherche, l'objectif serait d'aller vers des procédés à plus basse température et pression. Et pour cela, il faut développer les catalyseurs performants adaptés. Et ça permettrait à terme aussi, plutôt que d'avoir des grandes unités centrales de production, d'avoir des unités décentralisées, d'être au plus proche des usages. Voilà, donc ça c'était pour illustrer. Ensuite, maintenant, faisons le lien avec le sujet de ce jour, le pacte vert. Donc, pacte vert dont on peut dire, finalement, quand on regarde sur la page de la Commission européenne, c'est faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050. L'annonce de fin 2019. Hélène a présenté la structure avec 8 domaines principaux.
dont celui dont je vous parle, et des domaines supports autour des aspects sociétaux, formation et coopération internationale. Le domaine qui nous intéresse, le domaine 3, industrie pour une économie durable et circulaire, et celui qui nous intéresse, fermeture du cycle du carbone de l'industrie pour combattre le changement climatique. Je vais détailler sur ce sujet, mais au préalable, je vous ai dit que ce sujet avait été co-construit, inspiré avec la feuille de route de l'initiative Sonergie. Donc, il me semble approprié de vous donner quelques éléments sur ce qu'est cette initiative Sonergie. Sonergie, donc, vous pourrez d'ailleurs consulter le site web dont l'adresse est indiquée sur ce transparent. Sonergie, c'est véritablement répondre pour une société qui est basée sur de l'énergie stockée sous forme chimique, c'est de faire justement développer la conversion et le stockage d'énergie renouvelable, éolien, solaire, dans des molécules sous forme chimique, que ce soit pour des carburants ou des molécules de base pour la chimie, et le tout sans faire appel aux ressources fossiles. Alors, maintenant, c'est le schéma qui résume ceci. C'est finalement, à gauche, les 3 colonnes de gauche, on a tout ce qui est les ressources fossiles, le pétrole, le brut, le gaz naturel, et puis toute la pétrochimie qui nous fournit des produits pour des usages dans le domaine du transport, l'agriculture, les matériaux, l'industrie pharmaceutique. Et c'est une approche linéaire, fortement polluante. On consomme en un temps extrêmement réduit ce que la nature a mis des millions d'années à stocker dans la croûte terrestre. Et donc, c'est clairement cette approche d'économie linéaire, très polluante, non durable, dont on souhaiterait faire se passer. Donc, la voie, c'est de finalement utiliser ces ressources, des ressources présentes en Europe. Je rappelle qu'il y a aussi, au-delà de l'aspect climatique et environnemental, il y a également un aspect d'indépendance énergétique et d'approvisionnement pour l'Union européenne. Donc, d'utiliser des ressources abondantes en Europe, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc., pour générer les mêmes produits pour des produits de substitution pour les mêmes usages, que ça soit en passant par le vecteur électricité avec des électrolyseurs ou par conversion directe d'énergie solaire en produits d'intérêt. Ça, c'est notre façon de le résumer, avec cette approche d'économie circulaire, donc, qui est à gauche les ressources, les énergies renouvelables, des molécules abondantes dans l'environnement, que ce soit le CO2, comme effluent d'industrie fortement émettrice, l'eau, l'azote, et ensuite de convertir ça dans des produits d'intérêt, et in fine, ensuite, fermer ce cycle, que ce soit au niveau du carbone et de l'azote, pour être neutre au point de vue d'émissions de CO2, voire beaucoup plus ambitieux, d'avoir des technologies qui ont une empreinte carbone négative. Et donc, en clair, faire d'effluents ou de polluants, de ce qui sont des problèmes, des ressources pour une telle approche. D'accord ? Alors, je ne reviens pas, on explore différentes routes, voies technologiques, que ce soit en transitant par le vecteur électricité, c'est la première, ou par conversion directe, avec évidemment des degrés de maturité. Certaines sont beaucoup plus matures, comme tout ce qui est à base d'électrolyseurs, d'autres sont plus au niveau de développement, avec des échéances de temps. C'est tout ceci que Sonergie se propose, enfin la communauté se propose d'aborder et d'utiliser. Alors, Sonergie est le fruit, je dirais, de 2 autres initiatives qui avaient été initiées, donc Sunrise EnergyX, qui avait été initié dans le cadre d'un appel pour les futurs flagships. Les flagships n'étant plus un instrument utilisé par l'Union européenne, ça a été, donc l'orientation a été de proposer une future grande initiative européenne
et une feuille de route pour proposer une vision, une feuille de route pour atteindre ceci. Ces feuilles de route donc, sont consultables sur le site de l'initiative. Et ça faisait partie des délivrables des 2 actions de coordination qui se sont terminées en mars 2020. Et nous sommes en train de travailler à faire une feuille de route unique qui sera basée évidemment fortement sur ces entrées, sur ces feuilles de route, sur ces données de Sunrise Energy X. Et désormais, les 2 communautés partageant les mêmes finalités avec des voies technologiques complémentaires ont fusionné pour proposer un programme beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus unificateur à l'Europe et aux États membres et associés. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait durant l'été 2019 et qui est maintenant la seule initiative qui fonctionne. Voilà, qui est l'initiative qui a pris le relais et qui se projette vers une future grande initiative européenne. L'idée étant d'aller vers quelque chose comme, à terme, un partenariat, tout en proposant des actions dans une phase de ramp-up. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dans ce cadre, nous avons, sur cette feuille de route, nous avons échangé pour proposer un sujet dans le cadre de ce pacte vert. C'est le sujet 3.1. Alors, ce sujet 3.1, là, j'ai laissé le titre anglais, je ne vais pas le retraduire, enfin voilà, faire un tour du cycle du carbone au niveau industriel. Le défi, donc là, je vais essayer de donner la substantifique moelle de ce topic que je vous invite à consulter pour plus de détails. Je vais essayer de résumer. C'est vraiment convertir les émissions de CO2 provenant de processus industriels en carburant et molécules de base pour la chimie, avec des procédés basés sur les énergies renouvelables, de nouveaux systèmes catalytiques hautement optimisés et efficaces sur le plan énergétique. Donc on voit les différents aspects. Effluent d'origine industrielle, valorisation du CO2, processus catalytique d'une part et utilisation d'énergie renouvelable d'autre part pour améliorer, pour faire les produits d'intérêt. La partie, c'est évidemment un projet avec une très très forte composante industrielle. Donc le type d'action, c'est une Innovation Action pour des projets de typiquement 5 ans. Donc passer dans TRL 4-5, technologie validée en laboratoire en environnement adéquat, pour aller à un démonstrateur, mais démonstrateur opérationnel en conditions réelles. Mais démonstrateur de grande taille, nous parlons ici de budget important. Le budget total pour le topic, pour le sujet, c'est 80 millions d'euros, avec un budget maximum par projet, 40 millions d'euros. Donc, une arithmétique simple, on devrait avoir 2 projets sur cet appel. Quels sont les impacts qui sont attendus concrètement à l'échéance du projet? Donc 5 ans, 2026. Un démonstrateur à l'échelle industrielle qui soit capable de convertir au moins 4000 tonnes de CO2 par an en produits d'intérêt, carburant, molécules de base pour la chimie. Et quand déployé à une plus grande échelle, permettrait à l'échéance de 2050 une réduction des émissions industrielles de CO2 de 200 millions de tonnes par an. Juste pour donner un ordre de grandeur, c'est environ 1% des émissions industrielles totales en 2020. Et je disais que l'industrie chimique européenne, c'est de l'ordre de quelques centaines de millions de tonnes. Donc c'est vraiment un effort significatif. Alors, c'est vraiment pour impulser, à terme, je dirais, ces projets industriels auront vocation à être soutenus par d'autres programmes hors du programme 4 de recherche et développement européen, comme des instruments comme InvestEU, soit par des actions spécifiques des États membres, et évidemment de l'industrie. Les projets doivent inclure tous les aspects de la chaîne de valeur industrielle et contribuer à la compétitivité, en accord avec la stratégie industrielle de l'Union européenne. Je vous réfère aux documents qui ont été fournis par la Commission européenne à ce sujet. Le but n'est pas de limiter les dépenses d'investissement. Il faudra donc s'appuyer sur les infrastructures industrielles existantes. Il y a aussi des aspects d'analyse technico-économique et cycle de vie qui devront être inclus. Et d'autres aspects
plus ou moins directe, c'est de promouvoir un écosystème transsectoriel d'innovation européen pour le développement d'alternatives durables aux ressources fossiles. Donc, comment peut-on finalement aller vers générer des produits qui fournissent les mêmes usages que les ressources fossiles, mais sans via des ressources disponibles en Europe. Et également, les aspects financiers et réglementaires environnementaux associés pour promouvoir une approche circulaire avec une valorisation des émissions industrielles de CO2 devront également être abordés. Et puis, il y a d'autres aspects indirects que l'on voit qui sont l'amélioration indirecte de la qualité de l'air et des effets sur la santé grâce à la filtration des effluents d'origine industrielle. Ça, c'est un autre aspect, moins sur le plan climatique mais environnemental, mais tout aussi important. Et également des aspects sociétaux avec des technologies qui, si déployées, je dirais, doivent être acceptées, comprises par la société. Il y a également des aspects de formation à intégrer, des aspects avec le public, pour faire accepter ces technologies. Et ce sera là ma conclusion. Je n'ai pas regardé ma montre, je pense avoir été un peu long, j'en excuse et je vous remercie pour votre attention. Il n'y a plus personne? Je suis inquiet. Merci, on est là. J'entendais plus rien, je me disais, ils sont tous partis. Bon, voilà. Allô, Frédéric, tu m'entends? Oui. Parfaitement. Parfaitement, d'accord. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de questions, mais je pense que les questions vont appeler d'autres questions. Donc, une première question à laquelle moi, personnellement, je vais avoir un petit peu de mal à répondre dans l'immédiat. N'es-tu pas omnisciente, Hélène, à cette position? Donc, c'est avez-vous les chiffres sur l'empreinte énergétique des TIC? Moi, en tête, non. Non, moi non plus. Mais j'invite alors une ressource. Attendez, tout ça prend des plombes avec mes animations. Sincèrement, une mine d'informations par rapport à ça. Croiser toutes les données, voilà, c'est un exercice que j'ai fait. Mais croiser toutes les données, c'est pas toujours. Voilà, je n'ai pas regardé sous cet angle-là. Une mine d'informations, c'est le site de l'Agence internationale de l'énergie, IEA, www.uea.org. Ils vont vous donner des tas de données vues sous différents angles, différents périmètres géographiques. J'ai essayé de faire une sélection ici par rapport au topic d'intérêt, mais non, je ne l'ai pas. Il est significatif et je suis sûr qu'en faisant un Google, on va trouver ça, mais je n'ai pas l'information. Mais c'était non négligeable. Hein. D'accord, merci beaucoup Frédéric. Donc une autre question à laquelle donc, tu vas avoir beaucoup de facilité, je pense, pour répondre. Je pourrais aussi horreur de ce genre de choses, on met la pression. Donc je passe pour un imbécile. Mais non, là il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le consortium, mais je pourrais compléter si tu le souhaites. Le consortium Sonergie n'est-il pas le mieux placé pour répondre à cet appel à projet? Y aura-t-il de la place pour d'autres consortia? Donc, juste avant que Frédéric réponde, vous avez bien vu qu'il y a la place pour 2 projets, puisque le budget de cet appel à projet est de 80 millions d'euros et que la taille envisagée pour les projets est de 40 millions d'euros. Donc, la Commission attend 2 projets, 2 énormes projets, certes. Voilà, je te laisse compléter, Frédéric. Oui, effectivement. Oui, merci, Hélène. Oui, le point clé, c'est qu'il y aura 2, si on fait, voilà, à moins qu'ils décident d'aller vers 3 projets à 30 millions d'euros, mais on va avoir 2 projets. Donc, oui, très clairement, la communauté Sonergie se mobilise pour proposer quelque chose, mais que pour proposer un projet. En revanche, vous voyez très bien qu'il y a 2 projets, c'est un appel compétitif, donc je crois que les choses sont ouvertes. Voilà. Mais je ne cache pas qu'effectivement, Sonergie va être force aussi de proposition pour le projet.
D'accord. Donc, d'autres questions? En fait, elles tombent toutes en ce moment, donc j'ai un petit peu de J'ai vu mal des à les questions suivre. sur les périmètres géographiques, sur les chiffres que j'ai donnés. J'en ai Oui. vu passer une. Réduction Alors, des émissions de CO2 de 1% en 2050, dans quel périmètre géographique? alors, non, mais ça, c'était en Ouais. fait, donc je vois que ça semait la confusion. Je précise, j'ai voulu simplement comparer les chiffres. Hein. Je n'ai pas dit que c'était un objectif. Ça, c'est moi qui l'ai mis. J'ai simplement voulu comparer. J'ai simplement voulu comparer à des chiffres actuels. J'ai dit ça représente 1%, juste des émissions industrielles totales en 2020. C'est juste pour caler par rapport à une sorte de métrique actuelle autour de ces émissions. C'est pas, je dirais, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est 4 000 tonnes de CO2 par an. Et voilà, déployées avec ces technologies, qu'elles permettent de réduire de 200 millions de tonnes les émissions industrielles de CO2 en 2050. Et ensuite, j'ai comparé ça, ces émissions, 1%, oui, c'est les émissions industrielles totales dans le monde, tandis que 200 millions de tonnes, tel que je le lis, c'est pour l'Europe. D'accord. Bon, je vois d'autres questions, mais on ne va pas pouvoir passer trop de temps sur les questions parce qu'il y a la partie 3.2 qui doit être décrite aussi. Mais toutes les questions, je vais les garder et j'y répondrai après coup. Est-ce que, par exemple, je vois, est-ce que les problématiques de symbiose industrielle sont souhaitées dans ce type d'appel? Oui. Alors, pour moi, c'est ce que je comprends. C'est dans l'esprit inclure tous les aspects de la chaîne de valeur industrielle. Vous voyez, c'est vraiment transsectoriel et promouvoir un écosystème transsectoriel. Donc, pour moi, oui. Est-ce ouvert au processus biotechnologique? Moi, il me semble que dès qu'on propose de résoudre un petit peu ce problème et avec les impacts que tu as développés, c'est effectivement également ouvert au processus biotechnologique. Je te laisse compléter si tu le souhaites, Frédéric. Ça, je dirais, c'est pas, ça semble, je dis, il faut pouvoir remplir ces objectifs-là. Si c'est bon, c'est ma lecture, hein, mais ça me semble peut-être à bien réfléchir. Si c'est par exemple basé sur la biomasse, ça peut être dont on sait aussi quand même, in fine, la biomasse revient de la production finalement par photosynthèse avec des rendements assez faibles. Est-ce possible? Ça me semble, je dirais, de ce que je sais des discussions avec la Commission, ce n'est pas forcément l'aspect qui est au cœur. D'accord. Bon, merci beaucoup Frédéric. Je prends bien note de l'ensemble des questions. J'avais sollicité Soren Boat, qui est donc qui travaille à la Commission européenne dans la DGRTD et qui s'occupe de cet appel à projet. Donc, je lui avais demandé s'il pouvait intervenir, enfin participer pour répondre à certaines questions, mais je ne pense pas qu'il soit présent. Soren, are you here? Can you hear me? Bon, dans tous les cas, je vais répondre à l'ensemble des questions qui sont sur le chat, soit directement dans la journée, soit en interagissant avec Soren. Très bien. Donc, merci beaucoup Frédéric. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, bah, simplement merci à vous tous pour votre attention. Merci Hélène pour m'avoir proposé donner cette opportunité. Et puis simplement, j'arrête la présentation. Alors, je vois une question là. Comment peut-on trouver des partenaires pour un projet? Frédéric, tu as quelque chose à dire? Bah, je dirais là, c'est comment peut-on? Je ne crois pas que la communauté, je ne vois pas qu'il va y avoir ce qu'ils appellent les. Oui, il va y avoir les Air Night Days. Il va y avoir. Je pense que les Air Night Days peuvent être un bon moment pour justement faire du. Essayer de trouver des partenaires. Ouais. Voilà. Après, je vais faire un petit message de pub, très léger. C'est que Sonergy, qui par ailleurs, donc là, elle est intervenue pour quelque chose d'assez gros, et aussi une initiative qui a vocation à devenir force de proposition pour proposer des sujets dans différents clusters d'Horizon Europe.
est une communauté extrêmement ouverte avec donc une vision assez claire, et je vous invite à consulter le site web et rejoindre la communauté si ça vous intéresse. Tout est expliqué sur le site. Donc voilà, c'est une communauté qui a vocation à être ouverte. Comme tu l'as dit, Hélène, R&I Days va être aussi un moment à ce sujet pour ces projets. Mais ça ne s'arrêtera pas là, puisque derrière, il y a toute une dynamique qui est enclenchée. Donc, sachant que là, la part de la recherche, je dirais, plus amont va être, on voit bien que là, c'est très fortement industriel. Donc, c'est vraiment l'idée de projets industriels d'envergure. Et derrière, il va y avoir d'autres possibilités à différents niveaux de terrain. Donc, voilà, ça sera mon mot de conclusion. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Magali Bessière, je suis membre du PCN Environnement pour le représentant la CPU et en l'occurrence l'Université Lyon 1. Je suis au sein de la filiale de l'Université Lyon 1 en charge des affaires européennes et donc plus particulièrement ma fonction c'est de monter des projets de recherche. Ça fait maintenant 12 ans que je fais ça. Donc j'ai une approche beaucoup moins scientifique des projets, beaucoup plus technique et évidemment par rapport à l'exposé qui vous a été fait précédemment sur le topic 3.1, j'aurais bien évidemment ni la même connaissance du topic, ni la même compétence scientifique pour vous décortiquer l'appel. Donc, je suis assez honnête là-dessus. Ce que je voulais préciser aussi, alors, est-ce que j'ai la main sur les slides ? J'arrive pas à faire défiler mes slides. Pourquoi ? Ça y est, si. Sur ce sujet-là, c'est que, en plus, c'est un sujet qui soulève énormément de questions, qui est très lourd, très complexe, très complet. On a reçu beaucoup de questions au niveau du PCN et on a essayé d'obtenir les réponses auprès de la commission parce que ce sujet, tel qu'il est rédigé, génère beaucoup d'ambiguïté et d'incertitude. Et la réponse de la commission a été que ce sujet est en cours de révision, de rédaction, et que donc les informations qu'on vous donne aujourd'hui, qui sont sur la base du draft qui circule actuellement du 12 juin, sont susceptibles d'évolution, et on l'espère dans le bon sens, de clarification. Donc on va essayer au maximum de clarifier les choses, mais j'ai à nouveau perdu mes slides. Mince. Hélène ? Oui, mais moi aussi là, je vois, je comprends pas ce qui s'est. Ah, attends. Ça revient, c'est bon. Ça revient. C'est bon, tu les vois, Magali ? Pas pour moi, non. Mince. Mince. Parce que moi j'ai eu aussi un écran gris avec un appareil photo et là c'est revenu. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que je vais te demander de les faire défiler pour moi. D'accord, Tu peux reprendre la main et puis moi, Ok. je vais me les passer sur mon propre diaporama, sur mon écran. D'accord. Ok, on fait comme ça. Ah, ça y est, c'est revenu en même temps. Bon. Très bien. Allez, continue comme ça. Est-ce que j'ai toujours la main ? Non, je reprends la main. Et là, je repère le visuel. On va pas y arriver. Écoute, vas-y, fais défiler, je vais reprendre ma Attends, mais là, présentation. moi aussi, j'ai tout perdu, là. Donc, Attends, j'espère que ça va revenir. Là, ça a redisparu. Oui, ouais, Emmanuel, je t'entends. Ouais. J'essaie de résoudre le problème, mais en plus, j'ai pas vraiment la main. Et je l'ai pas non plus. Je peux plus rien toucher en fait. Attends, là je partager. C'est pas vrai. C'est bon là. C'est bon? Ouais, moi je vois pas, mais ça va. Attends un petit peu, je pense que ça va revenir. Voilà. Tu le vois, Magali? Oui. Donc tu prends le contrôle?
Attends, parce que moi, je peux rien faire là, en fait. Attends. Magali, tu dois pouvoir prendre le contrôle en cliquant sur. Ouais, mais Oui. à chaque fois, ça. Mais je prends, mais ça fait sauter. Ouais, Donc ça fait sauter. Alors, je vais essayer. Contrôle. Écoute, j'ai repris là. D'accord, ok. On J'essaye, essaye hein. une dernière fois. Allez, c'est parti. Donc là, j'y suis. Donc, ce que je vous disais, c'est que les informations que je vais vous dispenser aujourd'hui sont basées sur le draft qui circule actuellement du 12 juin, que ce draft, il nous a été dit par la Commission, pour le topic 3.2, en tout cas, était en cours de révision, parce qu'effectivement, le texte tel qu'il était rédigé aujourd'hui soulevait énormément de questions et d'ambiguïtés, notamment sur le nombre de clusters, sur réplicabilité, par réplicabilité, l'échelle des projets, etc. Donc tout ceci, on l'espère, devrait sous peu être clarifié. Donc voilà, donc en l'état actuel, j'espère qu'on pourra répondre à certaines questions, mais il est évident qu'on ne pourra pas répondre à toutes vos questions sur ce projet. Alors, ce topic 3.2, son ambition, c'est de faire la démonstration de l'efficacité de solutions systémiques pour permettre le déploiement de l'économie circulaire dans les territoires. Alors, ça me fait penser que le précédent intervenant avait traduit ce sujet-là en employant le terme local. Eh bien, ça fait partie des ambiguïtés de ce sujet. C'est effectivement, on ne sait pas très bien quelle est l'échelle de déploiement qui est attendue encore dans cet appel-là. Est-ce qu'on parle véritablement d'une échelle locale, d'une échelle régionale, nationale, transnationale, compte tenu de la définition qui est donnée du cluster, et on va y arriver tout de suite. C'est quelque chose qui est encore en discussion et qui fait débat. Je vais vous rappeler des éléments factuels sur ce sujet. Donc, le code topic, si jamais vous voulez aller le chercher sur le site de la Commission. C'est une action d'innovation, donc c'est une action de démonstration pour laquelle il est attendu en fin de projet d'avoir des résultats à un niveau de TRL 6 à 7. Et pour chaque solution systémique qui sera mise en œuvre dans le cadre du projet, il est attendu d'être très clair et très explicite sur le niveau de TRL de départ et le niveau de TRL d'arrivée. Arrivée devant être, comme je vous l'ai dit, autour de 6-7. Le budget par projet est de 20 millions d'euros, budget total sur la ligne de 60 millions d'euros, donc 3 projets devraient être financés normalement. Les règles de participation sur cet appel, ce sont les règles standards a priori, donc 3 partenaires à minima de 3 pays différents et un dépôt en une étape. Quel est le contexte? Hélène l'a rappelé, c'est effectivement le plan d'action pour l'économie circulaire, là, très récemment, qui a été adopté en mars 2020, mais ça n'est pas le premier plan d'action sur l'économie circulaire qui a été adopté, vous le savez peut-être. Un premier plan avait été adopté en 2015 avec un nombre important d'actions à mettre en œuvre, et aujourd'hui, le bilan de ce plan d'action est très positif, en tout cas au regard de la Commission. Les 54 actions qui étaient ciblées sont toutes ou finalisées ou en cours d'achèvement. Donc encore une fois, bilan très positif, mais comme l'a aussi souligné Hélène, entre le premier plan d'action pour l'économie circulaire et le plan d'action tel qu'il a été adopté en mars 2020, il y a quand même une grosse différence, c'est-à-dire qu'au départ, oui, on était très centré sur le recyclage, la gestion des déchets, une meilleure utilisation des ressources. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus transversal, et on attend de ce plan d'action d'économie circulaire non seulement d'atteindre des objectifs comme c'était le cas auparavant, environnementaux et économiques, mais aussi, on va y venir plus précisément tout à l'heure, des objectifs plus sociaux, d'équité sociale, de justice sociale et de refondation profonde de l'économie européenne autour de nouvelles valeurs, au-delà de la pure valeur environnementale. Voilà. Donc, les autres documents cadres ont aussi été mentionnés par Hélène, la stratégie de croissance, le plan européen pour l'investissement durable, la loi sur le climat. Donc voilà, ce sont tous ces éléments-là de contexte qu'il s'agit de prendre en compte. S'ajoute à cela effectivement
l'épisode du Covid et le EU Recovering Plan for Europe qui a aussi été adopté récemment et qui donne une toute nouvelle dimension aussi à ce qui est attendu à travers ce plan d'action pour l'économie circulaire. Ce que je vous disais, c'est-à-dire cette ambition de refonder durablement et profondément les économies ou l'économie européenne et y ajouter une dimension d'équité sociale forte. Et ça fait partie réellement des objectifs qui sont attendus dans ce projet-là. Donc, qu'est-ce qui a déjà été fait depuis 2015, depuis le premier plan d'action pour l'économie circulaire ? Énormément de choses. Sur Cordis, on recense plus de 610 projets financés autour de l'économie circulaire. Alors des projets assez variés dans leurs objectifs, des projets de démonstration, des projets plutôt catalogues, des projets qui portent sur le développement de nouveaux modèles, de nouveaux concepts, des projets de benchmark qui focalisent sur un aspect de la circularité, mais des projets finalement très intégrés et très transversaux, comme ceux qu'on s'attend à voir financés aujourd'hui. Il y en a quelques-uns, mais pas énormément et en tout cas pas à l'échelle potentiellement de ce qui est attendu aujourd'hui. Donc je vous ai mis quelques liens là dans la présentation. Sachez que le PCN Environnement avait fait une journée économie circulaire en 2018. Il y avait à cette occasion créé un booklet de tous les projets européens qui avaient été financés sur la question. Donc on peut tout à fait vous renvoyer, c'est un document qui est assez lourd parce qu'il y avait beaucoup de projets, mais qu'on peut tout à fait vous renvoyer sur demande. Donc n'hésitez pas à contacter le PCN Environnement pour qu'on vous renvoie à ces projets-là, parce que fondamentalement, il ne va pas falloir partir de zéro. C'est même mentionné dans l'appel. Et il vous faut véritablement tenir compte de ce qui a été fait et bâtir et capitaliser sur ces premiers résultats pour aller au-delà de ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui reste à mettre en œuvre et comparativement à tous ces projets qui ont déjà été financés et ce qui est central dans ce projet, c'est effectivement, comme je vous le disais, c'est de passer à l'échelle supérieure. Donc de passer à une échelle géographique supérieure, à une échelle sectorielle supérieure, d'intégrer potentiellement tous les secteurs de l'économie et aussi toutes les dimensions de l'économie circulaire, ce qui n'a peut-être pas été fait dans les projets jusqu'à présent. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je le disais aussi, c'est nécessairement des projets qui doivent intégrer de manière centrale la dimension sociale et participative. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc, au-delà de la dimension économique, il faut vraiment s'attacher à ces aspects-là et aider l'Europe à transformer son économie de manière profonde et durable et en cela aussi mieux récupérer et plus rapidement récupérer des effets de la crise liée au coronavirus. Donc, ce qui veut dire nécessairement dans les projets, ça pour le coup, il y a absolument aucun doute là-dessus, qu'il faudra que les sciences humaines et sociales soient impliquées dans les projets et que pour correctement aborder ces aspects-là et ces dimensions-là. Enfin, il faudra des projets qui, justement, pour peut-être répondre au tout premier objectif de passage à l'échelle, une très grande échelle à la fois géographique et sectorielle, il faudra des projets qui permettent de proposer une méthodologie de la transition vers une économie circulaire à grande échelle. Donc, ça veut dire proposer des indicateurs de suivi, d'impact, des standards, des normes, des éléments d'analyse, des éléments qui permettent finalement d'optimiser, de systématiser, de répliquer facilement et de manière optimale cette approche circulaire à grande échelle. Voilà, en tout cas, c'est comme ça vraiment qu'on peut comprendre la philosophie de ce sujet aujourd'hui. Alors, c'est là que les choses se corsent parce que on doit effectivement, précisément le comment faire tout ça, c'est là où il reste encore des ambiguïtés dans le détail du sujet, dans la façon dont il est écrit. Mais les grands objectifs, je pense que tels que je vous les évoque là, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, j'entre maintenant dans le détail du sujet.
Donc, quels sont les enjeux, contextes et défis tels qu'ils sont posés dans le sujet? Donc, je les ai évoqués déjà. Donc, le contexte de changement climatique associé aux impacts socio-économiques et environnementaux causés par la crise du coronavirus, qui ont généré une pression sur les aspects socio-économiques des sociétés européennes. Donc, on attend de cette économie circulaire et de ces projets-là qu'ils amènent une dimension de justice, d'équité sociale, qu'elles permettent aux économies d'être plus inclusives. Et comme je le disais aussi, donc cette économie circulaire qui a déjà été par morceaux mise en œuvre dans certains contextes, mais qui doit devenir systémique en Europe et au-delà. Donc, ce qui fait dans ce projet-là l'enjeu de la réplication effective et systémique de l'économie circulaire, l'enjeu majeur à l'échelle européenne. Donc, j'ai pas fait une lecture forcément très linéaire du sujet. J'ai essayé de regrouper le scope, donc ce qui est attendu en termes d'activité dans ce projet-là, en deux grands tronçons, on va dire. Le premier, c'est mettre en œuvre et démontrer l'efficacité de solutions systémiques qui permettent de déployer l'économie circulaire. Ça doit inclure la bioéconomie circulaire, c'est clairement mentionné, dans un cluster. Alors, on va venir sur ce qui est un cluster. Il y a beaucoup d'interrogations, je vous l'ai dit, sur est-ce que c'est véritablement un cluster ou plusieurs, parce que le sujet tel qu'il est rédigé est vraiment très ambigu à ce niveau-là. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas la réponse. Si je devais vous donner mon sentiment, je pense qu'il ne devrait, à l'échelle de ce projet-là, il n'y en avoir qu'un, mais la rédaction vraiment du sujet porte à confusion, donc je ne pourrais pas vous donner ma réponse, affirmer ça comme une certitude. Ça tient aussi à la définition assez ambiguë de ce qu'est un cluster. Un cluster tel que présenté dans le projet, c'est un bassin d'activité économique circulaire. Donc un système socio-économique et environnemental qui peut a priori être local, régional, transfrontalier, voire même transnational, on se pose la question, et qui en tout cas inclut tous les acteurs qui le composent, industrie, administration, citoyens, scientifiques, investisseurs, voilà, autour d'une chaîne d'activité, autour d'une chaîne de valeur et dans un secteur, voire plusieurs secteurs interconnectés, mais toute la complexité, effectivement, tout dépend effectivement de la chaîne de valeur finalement qui est considérée et qui va définir le périmètre géographique au final du cluster qui pourra être aussi bien régional que national en fonction de l'ensemble des territoires et des acteurs qui sont mobilisés par cette chaîne d'activité, par cette chaîne de valeur. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas finalement une réponse qui soit uniforme quant à savoir si le périmètre d'un cluster est local, régional, national ou autre. Ces projets, via ces approches d'économie circulaire, doivent démontrer la capacité de l'économie circulaire à réconcilier l'homme, l'activité économique et la planète. Donc, comme je vous le disais, notions de justice sociale, d'inclusivité et d'intégration sont centrales. Il faudra aussi s'assurer des effets, de pouvoir démontrer des effets redistributifs de l'économie circulaire à ce titre-là. Les projets doivent proposer des approches transversales qui intègrent différents secteurs d'activité et qui intègrent surtout toutes les dimensions de l'économie circulaire, à la fois technologiques, les aspects de gouvernance, scientifique, économique, social et environnemental. Et surtout tous les acteurs associés autour de ces aspects-là, de ces dimensions-là, dont les citoyens. Ils ont un rôle central dans ces projets-là. Vous devez explicitement justifier votre approche dans la proposition, vos choix, les choix de vos clusters, les choix de vos secteurs d'activité, les choix de vos process technologiques. Ça doit partir nécessairement d'une analyse des besoins du cluster. Donc ça passe effectivement par une analyse type SWOT, par un ancrage de votre stratégie ou du concept de votre projet sur les Smart Specialization Strategies des territoires que vous considérez. Donc voilà, vous devez aussi dans ces projets-là inclure au moins une solution issue d'une démarche participative afin d'assurer, de promouvoir le changement durable des comportements, des cultures, des pratiques autour de l'économie circulaire.
Vos approches doivent reposer sur des technologies industrielles durables. Donc, vous devez promouvoir l'écologie industrielle dont possiblement, ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est mentionné des approches de symbiose industrielle et aussi, effectivement, intégrant la bioéconomie. Possiblement, à l'heure actuelle, ce n'est pas imposé, mais c'est suggéré. Voilà. Vous devez, je l'ai déjà dit, assurer de la transversalité aussi à l'intérieur d'un même secteur d'activité et d'une chaîne de valeur, mais aussi entre secteurs d'activité et entre chaînes d'acteurs. Et pour ça, vous devez associer vos approches technologiques, notamment d'actions ou de services de formation, d'éducation, de partage de connaissances entre les acteurs et les secteurs, donc pour assurer cette transversalité. Vos projets doivent aussi faciliter et organiser l'investissement public et privé et la synergie des fonds. Donc, il y a aussi une considération des mécanismes d'investissement autour de ces approches-là qui est importante dans une logique évidemment de durabilité et de pérennité et de pérennisation des approches au-delà des subventions européennes qui vont les soutenir pendant 4 à 5 ans. Et enfin, des solutions et des modèles économiques déployables et réplicables par essence. Donc là, j'en viens, c'est le deuxième aspect de ce projet-là. Il faut impérativement donner les moyens à votre projet ou à l'économie circulaire d'être partagé, répliqué et mieux systématisé au niveau européen. Donc, il vous faut pour ça mettre en place les outils qui vont vous permettre de faire cela ou permettre aux autres acteurs de se saisir de votre démarche et de la répliquer dans d'autres contextes, d'autres secteurs et d'autres territoires. Donc, il faut des indicateurs de suivi et de performance de ces approches-là sur leur capacité à remplir les objectifs économiques et sociaux et environnementaux, évidemment, et en comparaison ou en regard d'une solution linéaire équivalente. Il faut identifier des éléments de contexte. Donc, apporter, ça on l'a dit, définir les caractéristiques des clusters que vous choisissez, des territoires, des secteurs, identifier les facteurs extérieurs qui vont influencer sur la mise en œuvre, le déploiement de vos solutions systémiques, leur efficacité positive, qui vont affecter positivement ou négativement la mise en œuvre de ces solutions. Et donc permettre la transition vers une économie circulaire à plus grande échelle. Il faudra aussi intégrer évidemment des analyses du cycle de vie pour chaque solution systémique, ça aussi c'est mentionné explicitement, et comparer pour chaque solution le rapport coût-efficacité et le coût environnemental de chaque solution par rapport toujours à une solution linéaire équivalente. Donc tout ce qui se dégage de tout ça, de toutes ces actions, de tous ces prérequis, c'est qu'il faut en fait au global dégager une méthode pour optimiser la réplication et le déploiement plus systématique des solutions systémiques. La question qui se pose, c'est doit-on, et qui nous a été posée, c'est doit-on effectivement tenter la réplication pendant la durée du projet. Là encore, on a posé la question à la commission, on n'a pas eu de réponse, en tout cas pas une réponse claire, et c'est quelque chose qui vise effectivement à être clarifié dans la prochaine version du texte. En tout cas, on l'espère parce que pour l'instant, compte tenu de la rédaction, c'est pas clair. Mon sentiment est que la réplication n'est pas exigée, mais par contre qu'il faut donner tous les moyens et méthodologiques notamment pour que ce soit faisable à court terme dans d'autres secteurs, d'autres clusters, d'autres territoires. Voilà. Mais encore une fois, je ne peux pas être formelle là-dessus. Donc, il faudra aussi, par contre, assurer, dans le cadre du projet, d'un partage d'expérience et de l'échange d'informations entre clusters, mais on ne sait pas si c'est entre clusters, les clusters individuellement qui seront portés par chacun des 3 projets qui seront financés, ou bien si c'est entre clusters, parce qu'il y aura plusieurs clusters par projet. Donc ça, voilà, c'est vraiment la vraie interrogation. Et encore une fois, la commission à qui on a posé la question ne nous a pas donné de réponse claire encore. Mais c'est en débat, il nous a été dit que les États membres étaient effectivement en train de discuter ce point-là. Voilà.
Et voilà, et comme je vous le précisais, dernier point, il faudra démontrer la connaissance des projets et expériences existants afin d'éviter la redondance et puis surtout d'aller au-delà. Mon sentiment est que dans ces projets-là, il faut partir de ce qui a été fait dans des projets existants, des projets intégrés tels que ceux que j'ai listés dans cette présentation. Et à partir de ces démarches-là qui sont à l'heure actuelle peut-être pas complète et peut-être pas très transversale, aller un cran au-delà en termes de transversalité, surtout y ajouter peut-être la dimension sociale qui n'était pas présente jusqu'à présent, et à partir de cet existant, construire quelque chose qui soit à la dimension de ce qui est attendu dans ce projet-là. Sur les impacts attendus, ils sont de 3 ordres. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on n'a plus trop de temps. Sur l'efficacité, alors il y a 3 ordres, donc démontrer l'efficacité des solutions systémiques pour un déploiement optimisé de l'économie circulaire dans les territoires européens, donc démontrer la faisabilité, etc., identifier les avantages des inconvénients, sécuriser les investissements, donner des exemples qui permettent d'améliorer la réplicabilité, etc. Deuxième type d'impact, c'est effectivement maximiser les bénéfices socio-économiques et environnementaux de l'économie circulaire. Donc, on en a parlé, création d'emplois, opportunités économiques, des écosystèmes plus durables, une participation citoyenne accrue, des services écosystémiques mobilisés, des solutions basées sur la nature, etc. etc. Et troisième type d'impact, encore une fois, un passage à l'échelle européenne des solutions pour en multiplier l'impact économique, social et environnemental afin d'atteindre les objectifs non seulement du pacte vert, mais aussi du plan d'action pour l'économie circulaire. Donc, c'est tous les impacts autour de la réplicabilité, du transfert d'expérience, d'une meilleure exploitation des résultats, de l'articulation entre les PME, les grands groupes, etc. Voilà, ce qu'il faut retenir aussi, et c'est pour ça que là aussi, il va y avoir rédaction, c'est certain, ces 3 types d'impacts tels qu'ils sont listés dans le sujet à l'heure actuelle, ça ressemble plus, pour ceux qui sont familiers avec ces termes-là, à des outputs ou à des outcomes qu'à des impacts véritablement à plus long terme, tels qu'on a l'habitude de les voir dans les projets européens, tels qu'on les voit notamment dans le sujet 3.1 qui a été exposé précédemment, et tels qu'on s'attend aussi à les voir dans les projets Horizon Europe. Donc la façon dont ils sont rédigés à l'heure actuelle, c'est très déstabilisant parce qu'on a plutôt l'impression d'avoir une lecture de ce qui est attendu à la fin du projet plutôt qu'une lecture d'impact à plus long terme à proprement parler. Donc là, encore une fois, on s'attend à ce que la rédaction de ces éléments-là évolue. Voilà, le calendrier, j'y reviens pas, il a été donné par Hélène en début de présentation, les appels en septembre, etc., les R&E Days. Juste, parce que la question a été posée, je voulais revenir sur des possibilités d'identification de partenaires pour se mobiliser dans ces appels à propositions. Vous en avez plusieurs des possibilités. La première, c'est le portail, le Funding and Tenders Opportunities de la Commission européenne, sur lequel vous aurez sur la page de l'appel, dès qu'il sera paru, la possibilité de cliquer sur une Partner Search et de proposer votre offre de compétences et de la poster sous l'appel pour être effectivement repéré par des consortia potentiels en cours de montage. Vous avez aussi la recherche de partenaires et d'offres de compétences sur le site horizon2020.gouv.fr du ministère, sur lequel vous pouvez aussi poster vos offres. Le PCN Environnement poste les offres qui lui sont envoyées. Vous avez aussi des plateformes qui sont mises en œuvre et monitorées par les PCN, les réseaux des PCN européens. Alors pour l'environnement, c'est NCPCare. Vous avez aussi une MP Team sur laquelle vous avez un outil de recherche de partenaires. Donc là aussi, vous pouvez envoyer et poster vos offres de compétences et voir aussi les gens qui sont potentiellement en recherche de compétences. Et vous avez aussi le réseau EEN sur lequel, en tout cas pour les entreprises, il vous est possible de poster votre profil et votre offre de compétences. Et enfin, toujours sur le portail de la Commission européenne, il y a une rubrique plus générale, Partner Search, dans laquelle, par organisation, vous pouvez aussi poster des offres spécifiques de compétences en lien avec ce projet-là. Donc voilà, sans oublier, comme ça a été dit, les R&E Days du 22 au 24 septembre, dans lequel il y aura a priori
des sessions de partnering qui seront organisées soit en physique, si ça se fait comme ça, soit en virtuel. Puis voilà, vous avez, pour terminer, un certain nombre d'autres sites utiles pour recueillir des informations et rechercher potentiellement ou poster des offres de compétences en lien avec ce projet-là et la thématique. Voilà, c'était ma dernière slide. Hélène, est-ce qu'il y a des questions? Rémi, je ne sais pas. Bonjour, merci beaucoup Magali. Rémi, est-ce que tu veux prendre la main pour les questions? Je te laisse la parole. Merci. Oui, il y avait eu des questions, deux petites questions techniques pendant ton speech, Magali, auxquelles qui ont déjà été répondues. Par rapport à l'offre de compétences, il y a une question sur des initiatives. Est-ce qu'on a eu vent d'initiatives en cours pour structurer des propositions sur cet appel 3.2? Alors oui, on a eu vent d'initiatives en cours, effectivement. Alors, le mieux, par contre, parce que je me sens pas le droit, ou en tout cas de prendre la responsabilité à ce jour, parce que je leur ai pas posé la question de divulguer cette initiative-là. Donc, le mieux, c'est effectivement, si vous voulez être mis en contact, c'est de nous envoyer votre offre de compétences et on la relaiera potentiellement aux personnes qui sont en train de construire des projets. Charge à elles de vous recontacter si elles sont intéressées. Voilà. Une autre question, Ah ben voilà, je vois Monsieur Chauvet qui se manifeste, qui se prépare à monter un projet et les acteurs intéressés peuvent le contacter via LinkedIn, Monsieur Vincent Chauvet, LGI. Voilà. Super, merci. La réplicabilité semble très importante pour atteindre l'objectif de performance attendu par l'Europe. Oui. Oui, tout à fait. C'est une notion qui est centrale. Par contre, ce qu'on n'arrive pas réellement à savoir avec certitude, c'est est-ce qu'il faut implémenter la réplicabilité dans le scope, dans le cadre du projet, ou est-ce qu'il faut simplement s'en donner les moyens? Voilà, et c'est une question qu'on a effectivement explicitement posée à la Commission européenne et pour laquelle on n'a pas eu de réponse à l'heure actuelle. Et on attend les réponses avec impatience. Et tout à fait. Est-ce qu'il est envisageable, enfin oui, il est possible de recevoir la brochure de 2018 sur l'économie circulaire lorsqu'on avait fait il faut juste écrire au PCN et la demander, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Les pôles de compétitivité vont également vous aider, ça c'est une affirmation. Tout à fait, merci Jennifer. Quel type de coordinateur peut être attendu sur ce genre de projet? Des associations, développement de territoire, des autorités publiques ou autres? Alors, il n'y a pas une réponse ferme, ça peut tout à fait être des associations de développement des territoires, ça peut être, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces projets ne vont pas pouvoir se faire sans rassembler l'ensemble des représentants d'une chaîne de valeur concernée d'une chaîne d'acteurs ou d'une chaîne de valeur concernée par le projet. Et notamment, je pense que ça ne pourra pas se faire sans l'implication des collectivités, des autorités publiques et des collectivités locales ou territoriales. Alors, sous une forme ou une autre, hein, c'est peut-être pas forcément directement des bénéficiaires, mais leur implication dans le projet, à mon avis, va être indispensable. Est-ce que c'est eux qui doivent ou qui peuvent porter? Possiblement oui, mais pas que. Moi, ce que je suggère, pour avoir une idée, c'est de vous reporter aux projets qui ont déjà été financés, des projets sous leur forme la plus intégrée, hein. Si je reviens en arrière dans ma présentation, je vais essayer de trouver. Oh, pardon, ça va prendre un peu de temps. Hop, ils sont là. Ici, je prends les projets qui sont là, qui sont les premiers, la Force Cities, Houseful, Next Gen, qui sont parmi les plus intégrés en termes d'économie circulaire, hein, sur ce qui a pu être financé. Il y a un autre projet qui s'appelle Resyntex aussi. Ça s'est fait dans pas mal de secteurs d'activité différents. C'est d'aller voir comment sont composés ces projets-là, qui sont les acteurs impliqués, qui portent, comment est-ce que les consortia étaient architecturés, structurés, et de vous inspirer de ça, sachant que ce qui est demandé là est quelque part encore plus
encore plus transversale et encore plus large. Donc voilà, je pense que c'est une bonne piste de départ pour comprendre comment ça fonctionnait, qui était impliqué et comment. La notion de territoire est-elle compatible avec l'exigence des 3 pays partenaires? Alors oui, complètement, pour plusieurs raisons. Parce que le territoire, comme je l'ai dit, on n'a pas encore, on ne sait pas encore si un territoire, il est local, il est régional, il est transnational. Il est explicitement dit à l'heure actuelle dans le sujet qu'il peut être transfrontalier, par contre. Donc pour le coup, voilà, ça peut être compatible avec 3 pays impliqués, même en tout cas sur un territoire qui serait transfrontalier. Mais quand bien même un territoire serait régional ou local, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des activités dans le projet, et même ça ne veut pas dire, c'est certain, il y a tout un pan d'activités dans le projet qui sont des activités transversales et qui peuvent impliquer des partenaires venant de pays extérieur au cluster à proprement parler, c'est-à-dire s'il s'agit par exemple de déployer pour la mise en œuvre d'une solution systémique, de déployer une solution informatique type plateforme, la structure qui peut porter ou déployer cette plateforme, elle n'est pas nécessairement à l'intérieur du cluster, elle peut être dans un autre pays européen. Je parlais tout à l'heure aussi de l'implication des SHS, ces équipes de recherche qui vont porter l'analyse SHS du projet, les analyses de cycle de vie aussi, ce genre d'éléments, ne sont pas du tout des équipes ou des partenaires qui sont nécessairement membres ou à l'intérieur du cluster à proprement parler. Donc pour le coup, voilà comment l'exigence de 3 pays différents peut être remplie à double titre dans ce type de projet. Bon, et voilà, en plus des projets que tu as cités, il y a Vincent Chauvet qui cite le projet Cicérone. Et qui donne le site internet du projet. Donc merci à lui. Mais je pense qu'on a vu à peu près toutes les questions. S'il y en a que j'ai passées, de toute façon, je les ai toutes copiées et on y reviendra par la suite. Hélène, je te. J'envoie une dernière là. Hop là. Sur Mobility, c'est ça? Oui. Alors, sur Mobility, Including Electric Mobility, comment interpréter ceci? C'est-à-dire que c'est un des secteurs d'activité qui peut être ciblé, le transport en l'occurrence. Et comme on est dans une logique circulaire, avec donc évidemment, prenant en compte la dimension environnementale, ça veut dire que effectivement tout ce qui est transport basé sur l'énergie et sur l'électricité, l'énergie électrique peuvent être concernés et inclus dans ces solutions systémiques-là, ou ciblés par ces solutions systémiques-là. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Alors effectivement, l'appel cible, pas cible, liste, mais de manière complètement illustrative et à titre d'exemple tout un tas de secteurs, de value chains, de process technologiques qui peuvent être concernés par les projets. La liste est très longue, mais c'est absolument pas exhaustif ni exclusif. Donc voilà, c'est complètement ouvert en termes d'activité et de secteurs ciblés. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Magali. Excusez-moi, merci beaucoup. Magali, Oui. Une suggestion, on pourrait peut-être envoyer la brochure des projets à tous les participants au webinaire d'aujourd'hui, comme ça ils l'auraient par défaut. Alors, je pense qu'on va c'est très lourd, Emmanuel. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de projets, donc du coup beaucoup de PDF. Donc, ce qu'on peut faire par contre, c'est, je ne sais pas si les slides, en fait, elles vont être mises sur le site H2020, c'est ça? Oui. Donc, du coup, on pourra mettre la brochure aussi avec les slides. Je pense que ça sera plus simple. Oui. Donc, effectivement, dans la journée ou demain, à la fois le webinaire pourra être revu et les slides pourront être téléchargés. Les slides des différents exposés pourront être téléchargés. Et effectivement, Magali et Emmanuel, c'est une très bonne idée. On peut également mettre à télécharger d'autres documents qui vous sembleraient nécessaires. Okay. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres points à ajouter, je vous propose de clore ce webinaire en remerciant donc tous les participants,
en vous rappelant que les points de contact nationaux sont vos interlocuteurs privilégiés pour répondre à toutes vos questions. Moi, pendant le deuxième séminaire, j'ai eu donc un mail de Soren Bowat de la commission qui s'est excusé de ne pas avoir pu se connecter, mais qui est prêt à répondre à des questions éventuelles pour le 3.1. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour être fin prêt au moment de la publication de ce call, de la publication officielle de ce call. Voilà, je vous remercie, je remercie tous les participants. Alors, je vois juste une question. Pourriez-vous nous indiquer le lien où récupérer replay et doc? Donc ça, ce sera sur le site H2020, là où vous êtes inscrit, en fait. Vous pouvez déjà y aller parce qu'il y a déjà des replays de l'exposé de la commission et d'exposés précédents. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Passez une très bonne journée et j'espère que vous participerez de façon très nombreux à cet appel Green Deal. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.